Atelier d'appropriation de la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC. Les travaux démarrés ce mardi à Bobé se poursuivent jusqu'au samedi prochain. Le point de la première journée de travail à retrouver dans cette édition. Pas plus de 5 jours pour payer ses factures SONEB au risque de se voir privé des services d'eau potable par un communiqué de presse. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin avertit la population. Les changements climatiques dans le monde, l'ONU parle d'une mauvaise direction de la météorologie et prévient d'une catastrophe climatique irréversible. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, Rémi Prosper Moriti, a procédé ce mardi 13 septembre 2022 au lancement officiel d'un atelier d'appropriation de la loi organique sur la HAC béninoise. Les travaux se déroulent à Bobé. Romaric Dossa pour le reportage de la première journée des travaux. Après plus de 20 ans d'utilisation de la décision numéro 98-50/AC du 17 juin 2018 portant modification de la décision numéro 95-62/AC du 3 novembre 1995 relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du service public, suite au contexte et aux paysages sociopolitiques qui ont beaucoup changé, il était nécessaire de revisiter ou de réviser cette décision. C'est ainsi que l'AC a pris la décision numéro 21-10 AC du 24 février 2021 portant organisation de l'accès équitable aux médias du service public. Deux décisions portant réglementation, une de la publicité sur l'éducation et une autre de la publicité sur la médecine traditionnelle. Lorsqu'on parle d'équité, on ne parle pas d'égalité. Donc, il va falloir que nous puissions échanger pour nous comprendre. Et pour l'accès équitable, c'est une décision dont, si vous permettez le terme, la branche armée, c'est l'ORTD et la nation. Ateliers régionaux organisés par l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural en République du Bénin à l'attention des secrétaires exécutifs et responsables eau, hygiène et assainissement des différentes communes du Bénin. Ces séances s'inscrivent dans la perspective du transfert du patrimoine des ouvrages de l'eau potable en milieu rural aux professionnels en la matière. Le point dans ce reportage. Et quand on dit constituer un périmètre d'affermage, cela consiste à transférer les systèmes tels qu'ils existent aujourd'hui dans un périmètre d'ensemble sous la conduite et la délégation d'un opérateur et qui va fournir un service de qualité à un tarif abordable régulé par l'État. Et ça nécessite beaucoup de réglages techniques. Et pour qu'il n'y ait pas de flottement au moment de cette opération de transfert qui va démarrer au mois de septembre, il était de bon ton qu'on aille sur le terrain avec les acteurs les plus concernés. Nous avons sur le terrain des acteurs qui sont à la hauteur de l'engagement du président Talon pour que effectivement toute la population des zones rurales ait accès effectivement à l'eau potable dans une qualité
attendus et dans des coûts qui n'excluent pas les pauvres. Quand nous prenons le système qui est en train d'être mis en place dans les communes, nous constatons que s'il y a de dysfonctionnement ou bien de coupure sur un système ou sur une localisation, cela ne prive pas la population en eau potable. Moi, je suis particulièrement satisfaite et j'espère qu'avec les fermiers que nous aurons désormais, on pourra compter sur leur diligence pour disposer de l'eau en quantité et en qualité pour nos concitoyens. Les diligences qui ont été prescrites pour nous en tant que secrétaire exécutif, nous n'allons pas marchander notre collaboration et notre disponibilité pour les exécuter dans les délais qui ont été définis. Ce projet est venu à point nommé corriger ces dysfonctionnements-là. Et je crois que le gouvernement va mettre encore plus de moyens pour pouvoir régler tant soit peu les problèmes qui existaient déjà par rapport aux adductions d'eau villageoise qui étaient utilisées et maintenant pour renforcer déjà encore le dispositif existant, c'est-à-dire la création de nouveaux AEV. Désormais, le délai de paiement des factures d'eau au Bénin est de 5 jours. L'information est rendue publique dans un communiqué de presse du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Comment les consommateurs accueillent-ils cette nouvelle réforme de la structure? Quelques-uns apprécient dans cet élément de Kinet Egawi et Mathieu Sossou. Le communiqué date du 3 août 2022 et est très clair. La direction générale de la SONEB rappelle à sa clientèle que le délai réglementaire de paiement des factures d'eau est rigoureusement de 5 jours après réception. Les consommateurs, eux, apprécient. S'ils ont pu réduire ça, je pense que c'est une très bonne chose, puisque le Bénin d'aujourd'hui a besoin de l'argent pour construire le Bénin. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Ça revient aux abonnés de s'organiser pour pouvoir respecter ces délais-là. L'ancien délai, nous n'arrivons pas à nous acquitter à temps. Mais on réduit et on met ça à 5 jours. Mais regardez le coût exorbitant des factures de la SONEB. Il faut voir si d'abord les fonctionnaires qui travaillent pour quelqu'un, par exemple, n'a pas encore perçu son salaire ou bien son patron le doit et il n'a pas encore reçu. Voici qu'il doit solder ce qu'il doit à la SONEB. Il n'a pas encore le salaire, il n'a pas l'argent et déjà il a des prêts. Et il va encore solder tout cela. Et comme ça, il est là en pensant à comment manger avec ses enfants. On vient, on l'enlève, on lui coupe de l'eau ou bien on enlève le compteur. Il va quelque part souffrir. Le non-respect de ce nouveau délai de paiement des factures d'eau expose l'abonné à des désagréments liés à l'interruption de la fourniture d'eau et à la dépose des compteurs. Mais les consommateurs exhortent la SONEB à plus de clémence. Elle peut revoir à défaut. Prolonger ça à environ 2 semaines, ça peut aller comme ça. Merci bien. Soit même avertir d'abord le client pour dire attention, vous n'avez pas payer votre facture, il y a des pénalités qui vous attendent. Là, il va faire diligence pour pouvoir payer. Et s'il ne paye pas, là on peut venir maintenant l'enlever le compteur ou bien le couper le compteur. La SONEB doit obligatoirement raviser. Sinon, ils vont couper des gens. Et c'est leur clientèle qui prend de sérieux coups. Faut-il le rappeler, il est désormais possible d'effectuer le paiement des factures d'eau en ligne sur le site de la SONEB.
Les représentants des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou ont entamé ce mardi 13 septembre 2022 un atelier de 3 jours sur le financement des plans d'approvisionnement de la planification familiale. Il s'agira donc pour ces derniers de se trouver des solutions aux problèmes d'indisponibilité et d'inaccessibilité des produits contraceptifs dans les pays concernés. Suivons ici les déclarations des responsables. Cela fait donc plus de 10 ans que nous avons entamé cette expérience de travailler ensemble pour améliorer la disponibilité des produits contraceptifs de qualité dans nos pays. Pour rappel, le partenariat de Ouagadougou est basé, entre autres, sur la mutualisation des ressources, l'engagement des États à contribuer à l'achat des produits contraceptifs et surtout sur une augmentation régulière de leur contribution. En prenant cette option, nous avions anticipé sur les conséquences de la réduction de la contribution des partenaires et renforcé notre autonomie. Nonobstant cette ambition partagée, la plupart des pays membres n'ont pas pu respecter leur engagement. Aussi, la crise financière liée à la pandémie de la Covid-19 a-t-elle entamé une réduction de la contribution de certains de nos partenaires pour l'acquisition des intrants de planification familiale et révélé la nécessité de travailler ensemble pour réaliser cette autonomisation. C'est donc un sujet essentiel de développement de notre sous-région qui nous réunit ici à Cotonou. Ainsi, durant nos travaux, nous aurons à présenter l'analyse des plans d'approvisionnement en 2022 des pays membres et préciser les besoins de financement complémentaires. Présenter une cartographie des principales et potentielles sources de financement des plans d'approvisionnement de chaque pays membre ainsi que les mécanismes de leur mobilisation. Élaborer un plan de plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles pour le financement des plans d'approvisionnement 2022 des pays membres. Élaborer un plan d'action régional de mobilisation des ressources pour le financement des plans d'approvisionnement des produits de la planification familiale dans nos pays. Cela permettra de baliser le chemin qui conduira vers une autonomie certaine. Cette alternative est indispensable, mesdames et messieurs, car la disponibilité des produits contraceptifs est une des conditions nécessaires pour la capture du dividende démographique afin de décoller sur le plan économique et social. Elle est aussi indispensable pour atteindre l'objectif du développement durable numéro 3. Alors, le rapport de 2021 de l'index contraceptif indique que les gouvernements contribuent en moyenne 47% des financements des contraceptifs et 53% sont couverts par les partenaires techniques et financiers. Alors, de façon générale, les plans d'approvisionnement sont couverts à hauteur de 50%. Alors, c'est-à-dire donc que des gaps d'environ 50% restent à couvrir. Alors, nous devons donc tous continuer à faire des efforts pour couvrir ces gaps, pour garantir un accès universel aux services de planification familiale et par conséquent réduire les taux de décès maternels. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique va continuer d'apporter son soutien au gouvernement à renforcer les capacités et à réduire le fardeau de la maladie tout en renforçant les systèmes de santé permettant aux pays de planifier, financer et gérer leurs propres progrès. Et puis au Soudan, des milliers de citoyens ont défilé ce mardi dans les rues de Khartoum pour réclamer une nouvelle fois le départ des militaires qui dirigent le pays depuis le putsch d'octobre 2021. Ils revendiquent également la remise au pouvoir aux civils. Images et son. Ils étaient des milliers de Soudanais ce mardi à défiler une nouvelle fois dans les rues de Khartoum. Ce qu'ils réclament depuis le début de ces manifestations il y a plusieurs mois, le départ des militaires qui dirigent le pays depuis le putsch d'octobre 2021 et la remise du pouvoir aux civils. Une solution ne pourra être trouvée que si nos revendications sont acceptées. Nous allons continuer à manifester. Il n'y a pas de date limite pour la révolution. Une fois qu'ils auront satisfait nos demandes, ces manifestations prendront fin. La mobilisation de ces Soudanais ne faiblit pas malgré une répression qui a fait 117 morts et des milliers de blessés.
Début juillet, le général Bourhan, qui est à la tête du pays, s'était dit prêt à s'effacer devant un gouvernement civil. Une proposition rejetée par le FLC, principal bloc civil du Soudan. Les manifestants affirment qu'il n'y aura ni négociation ni compromis avec le pouvoir militaire. Au Royaume-Uni, la mort de la reine Elisabeth II rouvre des blessures du passé, notamment pour les personnes issues de la diaspora sud-asiatique qui réfléchissent à l'histoire du Commonwealth et leur relation avec la monarchie. Au Royaume-Uni, la mort de la reine Elisabeth II rouvre des blessures du passé, notamment pour les personnes issues de la diaspora sud-asiatique. Dans le quartier ouest londonien de Southall, connu sous le nom de Little India ou Petite Inde, la perte du monarque ayant régné le plus longtemps en Grande-Bretagne fait réfléchir de nombreux immigrés à l'histoire du Commonwealth et à leur relation avec la monarchie. Nous avons des réactions mitigées, surtout si vous lisez l'histoire et les récits de ce qui s'est réellement passé dans nos pays. Les massacres, les atrocités qui ont eu lieu sous la direction de Sa Majesté et de la monarchie. Les premiers immigrés sud-asiatiques de Southall ont quitté le sous-continent dans les 10 ans qui ont suivi la partition de 1947. La plupart sont arrivés à Londres pour travailler dans des chaînes de montage d'usines et comme personnel de surveillance à l'aéroport d'Heathrow pour de faibles salaires, ayant perdu leurs terres et leurs économies après la dislocation massive. Depuis 1952, la reine a été le chef d'État, quelqu'un qui a supervisé beaucoup de changements, qui a supervisé beaucoup d'indépendance dans de nombreux pays. Donc c'est assez surprenant pour beaucoup que cette personne ne soit plus là, et je pense qu'ils se tourneront vers l'avenir. Le prince Charles est quelqu'un qui a des vues assez progressistes sur la culture, l'environnement et nos communautés. Je pense que c'est un partisan d'une Grande-Bretagne plus multiculturelle, et que son discours et sa gouvernance seront considérés avec beaucoup d'intérêt et de soutien. Les tensions raciales nées à Southall dans les années 70, associées à l'avènement récent des mouvements sociaux comme Black Lives Matter, ont de toute évidence entraîné une volonté chez les jeunes de disséquer les héritages coloniaux. Plus d'1 millier de migrants africains arrivés à New York depuis le mois d'août peinent à trouver un refuge. Pendant ce temps, d'autres parviennent à être hébergés dans les lieux de culte. Images et sons. On estime que plus d'1 millier de migrants africains sont arrivés à New York depuis le mois d'août. La majorité des nouveaux arrivants font partie d'une initiative du gouverneur du Texas, Greg Abbott, lancée en avril après qu'une cour d'appel a interrompu une politique de l'ère Trump exigeant que les demandeurs d'asile restent au Mexique. Parmi les nombreux Africains qui sont arrivés depuis à New York, figurent des Sénégalais, dont beaucoup ont fait leur voyage aux États-Unis via le Brésil en passant par le Mexique. Les conditions ne sont pas mauvaises au Sénégal, on ne vit pas pire au Sénégal. Mais le problème est que tu termines à étudier, mais pour trouver un travail au Sénégal, c'est compliqué. Et que vous avez une famille, une femme ou des enfants, pour les nourrir, ça pose problème. Donc on est obligé de sortir au Sénégal pour chercher un autre endroit meilleur pour aider nos familles et subvenir à nos besoins. Omar Nias est l'imam de la mosquée Masjid Ansar dans le Bronx. Il accueille les nouveaux arrivants africains depuis 1 an maintenant. Ces derniers dorment dans des tentes dans l'arrière-cour et dans la mosquée. Il dit qu'il a actuellement environ 85 migrants vivant sur la propriété, mais il prévoit que ce nombre augmente bientôt. C'est pourquoi j'ai besoin d'aide pour les emmener dans un refuge afin de les aider. Je ne peux pas prendre tous ceux qui viennent parce que trop c'est trop. Le Conseil consultatif africain du bureau du président de l'arrondissement du Bronx, en collaboration avec d'autres organisations partenaires, a organisé une foire aux ressources ce week-end dans le Bronx afin d'aider les nouveaux arrivants à obtenir une assurance maladie et d'autres produits essentiels pendant qu'ils s'efforcent de leur trouver un abri. La ville de New York a actuellement un problème d'hébergement, donc au sein de la communauté, comme dans les masjids, les églises et tous ces endroits, nous les accueillons pour le moment. Nous avons eu quelques conversations avec le département des services sociaux et ils travaillent actuellement à leur trouver un logement. On ne sait pas quand le flux de migrants du Texas vers New York City s'arrêtera. En attendant, alors que de plus en plus de bus continuent d'arriver avec des migrants provenant principalement de pays d'Afrique et d'Amérique latine, l'hébergement restera une priorité pour ces nouveaux arrivants, car les bienfaiteurs comme l'imam sont à court de ressources.
From Midtown in New York, Nia Kofi Smatabe for African News. Contre les catastrophes météorologiques, l'ONU met en garde la population du monde entier. L'organisation détecte une mauvaise direction des climats et affirme qu'en moyenne, par jour, 200 millions de dollars partent en fumée. Une catastrophe climatique irréversible se profile donc à l'horizon. Le monde va dans la mauvaise direction en matière de climat, avertit l'Organisation météorologique mondiale. Une mise en garde sévère alors que dans son dernier rapport, l'organisation souligne que les catastrophes météorologiques ont été multipliées par 5 au cours des 50 dernières années et que les conséquences sont sur le point de s'aggraver. Vagues de chaleur en Europe, inondations colossales au Pakistan, sécheresses prolongées et sévères en Chine, dans la Corne de l'Afrique et aux États-Unis. L'ampleur nouvelle de ces catastrophes n'a rien de naturel. Elles sont le prix de la dépendance de l'humanité aux combustibles fossiles. Le nombre de catastrophes liées au temps, au climat et à l'eau a été multiplié par 50 au cours des 50 dernières années. Les catastrophes météorologiques coûtent 200 millions de dollars par jour. Une catastrophe climatique irréversible se profile. Aussi, Antonio Guterres appelle-t-il à l'application des recommandations de l'accord de Paris sur le climat. Le rapport United in Science de cette année montre que les impacts climatiques se dirigent vers des territoires inexplorés. Pourtant, chaque année, nous redoublons de vigilance face à cette dépendance aux combustibles fossiles, alors que les symptômes s'aggravent rapidement et que nous connaissons le remède. Dans l'accord de Paris, nos dirigeants se sont engagés à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré et à renforcer la résilience climatique. Le rapport United in Science de cette année montre que nous sommes malheureusement loin du compte. Retard imputable, selon Antonio Guterres, à l'inertie des nations riches face à l'urgence climatique, des pays nantis qui peinent à débloquer les financements promis aux pays du Sud. Il est scandaleux que les pays développés n'aient pas pris l'adaptation au sérieux et se soient dérobés à leurs engagements d'aider le monde en développement. La décision de Glasgow exhorte les pays développés à fournir collectivement 40 milliards de dollars par an de nouveaux financements pour l'adaptation et ces fonds doivent être versés intégralement comme point de départ. Il y a 93% de chances qu'une année sur les 5 prochaines connaisse une chaleur record, avertit l'Organisation météorologique mondiale. Et puis en Ukraine, la ville de Kiev revendique à la Russie la libération de 4000 km² de son territoire. Les forces ukrainiennes continuent leur contre-attaque dans l'est et le sud du pays. L'armée ukrainienne reprend progressivement ses droits dans les territoires occupés ces derniers mois par Moscou. Dans la région de Kharkiv, les véhicules abandonnés estampillés de la lettre Z, les tanks détruits et munitions dispersées montrent la fulgurance des combats qui ont eu lieu ces derniers jours. Mardi, Kiev a indiqué avoir récupéré plus de 300 localités grâce à cette contre-offensive. Dans son allocution quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a revendiqué quelques 4000 km² de territoire libérés dans l'est et le sud, tout en précisant qu'ils étaient en cours de stabilisation. Le chef d'État ukrainien a aussi promis aux habitants des régions reconquises que la vie normale allait prochainement revenir, évoquant le paiement des pensions. Dans ces zones, l'armée ukrainienne mène des enquêtes sur de potentiels crimes de guerre qu'elle accuse les Russes d'avoir commis lors de leur occupation. Face à la nette avancée de son adversaire, le ministère russe de la Défense effectue des frappes massives dans l'est de l'Ukraine, ainsi que dans les régions méridionales. Martelant qu'aucune perspective de négociation est en cours, il a diffusé des images montrant, selon lui, son artillerie livrant des combats sur la ligne de front ukrainienne. Enfin, la Russie accuse aussi son belligérant d'avoir sévèrement puni les citoyens dans les localités qu'elle a récupérées. C'est ici que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook ou YouTube. Également en replay sur le www.speedlinetvbenek.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.